Moi, je suis Catherine Passirani, enseignant-chercheur de la faculté de santé et vice-présidente internationale et égalité. Et donc cette 8e édition du mois du genre, donc, qui est une manifestation qui a été imaginée initialement par quelques chercheurs dans un programme en histoire, est désormais portée par l'Université d'Angers et sa commission égalité. Donc, en tant que vice-présidente égalité, je suis très heureuse, avec David Niget, qui se présentera tout à l'heure, donc de vous accueillir ici ce soir pour ouvrir cette manifestation. Et vous verrez qu'elle va vous proposer plus de 30 événements qui sont quasiment tous gratuits entre ce soir et le 16 mars. On espère, suite à cela, qu'il y aura, pendant ces événements, de nombreux échanges et de nombreuses réflexions. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce mois du genre. Donc, en premier lieu, les membres du comité de pilotage, donc constitué de plus de 30 personnes, 35 personnes, donc autant que d'événements quasiment, donc qui ont travaillé depuis plusieurs mois déjà pour préparer cet événement. Tout particulièrement le service UA Culture, donc avec Anne-Laure Guillaumat et Chloé Langeard. Alors, je vais oublier des noms parce qu'il y avait 35 participants en plus dans le comité que je ne vais pas pouvoir tous citer, mais au moins les services, la commission égalité donc avec David et Nathalie Ménard, le service communication avec Cédric Pacro, et puis l'audiovisuel, la bibliothèque BU et la SFR Confluence aussi qui regroupe les chercheurs sur cette thématique du genre. Et puis, bien sûr, tous les participants que vous allez avoir l'occasion de rencontrer, donc les conférenciers, les enseignants-chercheurs, donc ceux qui viennent de l'université, ceux qui viennent hors de l'université. On aura aussi des médecins, des pharmaciens, des artistes, des techniciens. On aura bien sûr des étudiants qui eux-mêmes à la fois offriront donc certaines activités et aussi bien sûr dans la salle, on l'espère. Et puis nos partenaires locaux, notamment la ville d'Angers et tous les autres qui sont cités aussi dans la petite plaquette que vous aurez prochainement et puis qui est en ligne également. Donc à quelques mois des Jeux de Paris 2024, cette thématique de cette année sur les corps empêchés, avec un point d'interrogation, n'a pas été choisie par hasard. Et les sujets qui vont être abordés tout au long de la programmation vont rejoindre beaucoup de thématiques qui sont chères à la mission et à la commission égalité, comme bien sûr tout ce qui concerne le genre, mais ce qui concerne également le handicap, la lutte contre le racisme, la lutte contre les inégalités sociales, contre les violences aussi sexistes et sexuelles. Donc il y aura de nombreuses formes qui vous seront proposées, des conférences, des expositions, des concerts. Vous aurez également des ateliers, des cinémas, du cirque, etc. Et pour conclure, donc, juste un petit mot, nous avons fêté depuis 10 ans, donc nous avons fêté en décembre les 10 ans de la charte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la politique égalité à l'université s'est également structurée sur cette dernière décennie et nettement renforcée. Mais on observe toujours une certaine résistance au changement en matière de questions de genre dans la société. Donc à tout niveau de la société, dans les institutions, au niveau du travail, au niveau parfois même individuel, dans les groupes, dans les entreprises, etc. Donc pourquoi cette résistance? En fait, elle découle de plusieurs facteurs, notamment des normes sociales bien établies, des croyances culturelles, des stéréotypes de genre aussi qui perdurent, des conceptions, une conception vraiment traditionnelle du rôle des femmes et des hommes. Et pour remettre en question les normes de genre établies, ça peut créer de l'incertitude ou de l'angoisse, de l'inquiétude. Et donc le meilleur moyen, selon nous, pour arriver à adopter des changements sociaux significatifs, c'est vraiment de proposer une réflexion, une meilleure sensibilisation, une meilleure compréhension des enjeux et pour surmonter tous ces obstacles. Donc promouvoir la diversité et l'inclusion et créer des espaces de dialogue comme vous allez en avoir l'occasion durant ce mois pour discuter de ces enjeux de société nous semblent vraiment les meilleurs moyens à l'université au niveau de la commission égalité et surtout pour le mois du genre, donc de réussir à dépasser ces obstacles. Donc je vous souhaite de profiter au maximum de ces 5 semaines sur le mois du genre. Donc je passe la parole à David Niget. Merci Catherine. On est avec Catherine et avec toute l'équipe du mois du genre absolument ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée inaugurale de ce 8e mois du genre. Ça fait toujours chaud au cœur de se retrouver chaque année
Merci d'être présents et présentes. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont en ligne qu'on salue également. Moi aussi, j'ai quelques merci à dire, mais Catherine a déjà largement remercié les collègues. Je voulais remercier en particulier Anne-Laure, Nathalie et Cédric qui s'occupent au plus près des questions d'organisation du mois du genre. Évidemment, les collègues du comité de pilotage, les masterantes et les masterants du master genre également, dirigés par Naïma Hanafi, qui ont beaucoup contribué notamment à la création de notices sur le site web du mois du genre. Je vous invite d'ailleurs à aller les consulter, elles sont absolument précises et expertes, ces notices, hein, sur ces questions-là, pour offrir des ressources pédagogiques et environner, je dirais, les conférences par des supports un petit peu précis sur les concepts qu'on peut utiliser ici et là. Donc merci aux masterantes du Master Genre. Merci aux partenaires qui sont là, présents. Et on aura l'occasion de discuter tout à l'heure après la conférence. Et c'est toujours important d'être en lien avec les associations sur le territoire. Et puis merci à vous, plus généralement, d'être là. Alors, la thématique en lien, quelques mots sur cette thématique un peu mystérieuse des corps empêchés, point d'interrogation, qu'on a décidé de mettre en avant cette année. À la commission égalité, avec mes collègues, Claire Mandin qui s'occupe des questions de handicap, je vois que Claire, elle est là, salut, et puis Flore Gagné qui s'occupe des questions de lutte contre le racisme, on défend une conception de l'égalité qui est plurielle. Pour le dire simplement, l'égalité, c'est à la fois garantir les mêmes droits pour toutes et pour tous, et dans le même temps, différencier ces droits selon la diversité des groupes et des individus. Et cette double conception de l'égalité s'incarne très bien dans le concept de handicap, qui est à la fois une revendication d'accès aux droits et à la vie commune, mais aussi l'expression d'un besoin de compensation ou d'adaptation de l'environnement pour pouvoir s'épanouir pleinement et participer à la vie collective. Et donc cette année, autour du corps, nous avons voulu en quelque sorte étendre cette conception du handicap à d'autres formes d'identité, tirer parti en quelque sorte des apports de la réflexion et du militantisme des personnes handies pour réaffirmer finalement cette formule assez simple mais pas toujours bien comprise. L'égalité, c'est à la fois être pareil et être différent. L'idée est évidemment de poursuivre cette intention déjà réaffirmée chaque année lors du mois du genre par la Commission Égalité, de ne pas traiter les discriminations en silos ou de manière cloisonnée ou de manière séparée, mais bien de croiser les critères de discrimination pour mieux les comprendre, en comprendre la dynamique et la situation spécifique des personnes concernées. C'est ce qu'on avait commencé à aborder il y a 2 ans avec le concept d'intersectionnalité qui avait été très prometteur. Et je pense que cette année, avec la question des corps empêchés, on va de nouveau pouvoir croiser les analyses autour de cet objet spécifique qu'est le corps, autour du handicap, des transidentités, des corps racisés, des corps âgés également, qui feront partie des questionnements qu'on va dérouler pendant ce mois. L'objectif étant de regarder la pluralité des corps, en quelque sorte, et de lutter contre les discriminations dont beaucoup ont trait aux corps jugés différents ou déviants. Alors, quelques rendez-vous qui me semblent incontournables à moi, et c'est ma sélection subjective dans le mois qui va se dérouler. D'abord, il y a une très belle exposition que je vous invite à aller voir, qui est dans le hall du 4, qui a été préparée par Anne-Laure sur les travaux d'Élodie Durand, une bande dessinée qui a été mise en scène par Anne-Laure. Donc, cette bande dessinée s'appelle Transition, c'est sur les transidentités. Il y aura un certain nombre d'événements autour de cette question des transidentités qui vont se dérouler pendant le mois, notamment le collectif Intersexe qui intervient après-demain, mercredi 14, sur l'autodétermination des personnes trans, justement à choisir leur transition. On articulera ça aussi avec des ateliers de sensibilisation aux transidentités et à la lutte contre la transphobie qui auront lieu la semaine prochaine pour les étudiants comme pour le personnel. Donc je sais que pour le personnel c'est déjà complet, ce qui est bon signe, mais pour les étudiants et étudiantes, n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier de sensibilisation à la transitude. Et puis on aura d'autres thèmes importants qui seront traités. Cécile Proust, qui est chorégraphe, viendra nous proposer un atelier et un débat sur ce que l'âge fait à la danse, donc une réflexion sur l'agisme. Qu'est-ce que c'est qu'un corps âgé qui danse ? Qu'est-ce que ça offre comme limite, mais surtout comme opportunité, en quelque sorte. Une conférence également sur la question du racisme, qui sera, à mon avis, passionnante, d'Anan Karimi, sur l'invisibilisation
des femmes racisées, en particulier des femmes musulmanes dans les luttes féministes. Un grand rendez-vous culturel qui sera au Quai et pas dans nos murs avec le spectacle de Sarah Simili qu'on suit depuis 2 ans, et Chloé Langeard a suivi et soutenu son travail depuis 2 ans. Donc Sarah Simili, c'est une ancienne masterante du master études sur le genre, et elle est artiste et circassienne, et elle viendra présenter son spectacle au Quai dans la grande salle, un spectacle qui s'appelle Fluide et qui est une réflexion précisément sur le corps féminin dans la performance circassienne. Une conférence également qui s'annonce passionnante de Charlotte Puiseux. Là, on revient à la question du handicap et en particulier de l'handiféminisme qui aura lieu le 11 mars ici même. Une autre conférence en lien avec le handicap, une conférence de Pierre Brasseur qui nous parlera, qui est sociologue à Bruxelles et qui viendra nous parler de sa thèse qui portait sur l'assistance sexuelle. On recevra aussi ce soir-là une personne concernée par ce métier, en fait, qui viendra aussi en témoigner, une ancienne étudiante du master genre également. Et puis enfin, on clora avec le collectif Luciole, que l'on salue ce mois du genre par 2 soirées de drag show qui auront lieu les 15 et 16 mars au 122 et qui seront des soirées festives pour se quitter dans la fête et la bonne humeur. Alors venez nombreuses et nombreux à tous ces événements, et là j'en ai passé, je n'ai pas cité les 33. Venez avec vos étudiantes et vos étudiants si vous êtes enseignants et enseignants-chercheurs. Venez avec vos profs si vous êtes étudiants et étudiantes. Faites savoir que le mois du genre est ouvert à toutes et tous. Quelques mots pour terminer sur cette soirée d'ouverture. Alors on va accueillir tout à l'heure en deuxième partie de soirée les excellentes Louise Saint-Michel, qui est la chorale féministe qui vient toujours nous donner de l'énergie et de la force pour au moins 3 mois à chaque fois qu'on les entend chanter. Donc on les reçoit en deuxième partie de soirée. Mais tout de suite et maintenant, on va écouter une conférence dialoguée à 2 voix qui s'intitule « Expérience de vie médiévale » à la croisée du handicap, de l'âge et du genre. Et donc on est ravis d'accueillir Ninon Dubourg, qui est chargée de recherche à l'Université de Liège et qui est spécialiste des études handi. Et puis ce débat sera animé par Carole Avignon, qui est enseignante-chercheuse en histoire médiévale à l'UMR Thémos, qui est ma collègue, et à qui d'ailleurs, je le signale, nous avons piqué le titre de cette édition Corps empêchés, puisque c'était le titre, Carole, de ton séminaire. Alors voilà, merci et pardon pour cet emprunt forcé un peu, parce qu'au départ, en tout cas, on t'avait même pas demandé ton avis. En fait, on a eu cette idée, on s'est dit ah tiens, on a eu une bonne idée, mais en fait, on s'est dit non, mais ça, c'est le nom du séminaire de Carole. Donc merci pour ça, merci pour ta contribution. Et alors, on vous accueille et on vous écoute avec grand intérêt. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir et je partage très volontiers ce très beau thème des corps empêchés avec le mois du genre. La conférence de ce soir sera donc une conférence d'histoire et d'histoire médiévale, ce qui, je crois, est toujours la promesse d'un décentrement, d'un réajustement des focales d'analyse et non pas, on va le dire d'emblée, une quête à minima vaine des origines. Moins encore par goût du folklore, mais dans un souci vigilant de saisie des fabriques des matrices culturelles, des logiques propres de représentation et des espaces d'expérience vécue. Et le chemin ce soir sera ouvert et débroussaillé par donc Ninon Dubourg, avec qui je suis très heureuse de partager ce moment. Ninon, tu es docteur en histoire médiévale. Tu as soutenu en 2019 une thèse consacrée à la condition des personnes infirmes au XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Et une partie de ce travail a été publiée il y a tout pile 1 an aux presses universitaires d'Amsterdam sous un titre en anglais « Disabled Clerics in the Late Medieval Ages, Unsuitable for Divine Service ?» Tu es également en postdoctorat à l'Université de Liège dans l'unité Transition, grâce au soutien donc, du FRS-FNRS, et tu travailles sur les expériences religieuses des personnes handicapées en Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge. Tu animes un carnet de veille
sur les travaux autour de l'histoire du handicap, History of Disease, Disability and Medicine in Medieval Europe. Tu nous proposes de nous présenter ce soir des expériences de vie médiévale à la croisée du handicap, de l'âge et du genre. Alors nous aurons, je l'espère, l'opportunité de saisir les contours de ton portrait en tant qu'historienne de ces objets de recherche que sont donc les handicaps, la vieillesse, bientôt, dans les sociétés européennes médiévales. Je souhaiterais, de manière un peu plus personnelle, te remercier pour ta fidélité à l'égard des projets angevins, car en effet, déjà en novembre 2020, tu inaugurais le séminaire Corps empêchés, du programme que j'ai la chance d'accompagner, dont je vais seulement dire l'acronyme et l'expliquer rapidement. Il s'appelle FILIAM, Filiation, Identité, Altérité médiévale. Et de ce poste d'observation des filiations dites à défaut, illégitimes, bâtardes en l'occurrence, j'interroge ce que sont les incapacités au Moyen-Âge dans leur construction juridique et sociale, et ce que révèle la mise en œuvre d'outils juridiques ou sociaux, à nouveau de réhabilitation ou de recapacitation. Tu avais accepté d'introduire cette première journée d'études, de lancement, consacrée aux Disability Studies dans la recherche en histoire médiévale. Et cette journée d'études avait été l'occasion de rassembler aussi des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs engagés dans des travaux académiques sur la stérilité, la surdité ou les représentations des handicaps dans des registres documentaires spécifiques. Et je profite d'avoir encore le micro pour convier les auditeurs et les auditrices de ce soir à assouvir leur curiosité sur cette jeune génération en allant découvrir sur le site du Mois du Genre 2 courts podcasts réalisés spécialement pour le Mois du Genre, proposés par Léo Delaune et Adam Mirbeau, qui présentent leurs travaux de doctorants tout en interrogeant leur rapport aux corps empêchés dans leur parcours de recherche. Alors, je profite parce que j'ai repéré Adam Mirbeau au fond de la salle pour les remercier d'avoir joué le jeu de cet exercice de l'interview aussi pour le Mois du Genre. Ninon, il est temps à présent de t'entendre, de te laisser la parole. Tu as mis ta conférence sous les auspices d'une enluminure d'une très grande beauté, comme un programme déjà de travail à elle seule. Et les auditrices et les auditeurs qui l'ont sous les yeux depuis déjà de trop longues minutes, il est temps que tu nous en dises un peu plus. Oui, merci beaucoup Carole et les organisateurs déjà pour m'avoir invité à donner cette conférence inaugurale. C'est une première, donc ne m'en veuillez pas trop si je cafouille de temps en temps. Et merci Carole pour ta confiance, bien sûr. Donc je souhaitais effectivement commencer un petit peu par parler de cette image que vous avez sous les yeux pour introduire mon propos, puisque cette illustration se trouve dans un document qui s'appelle le Psautier de Luttrell, c'est-à-dire l'ensemble des 150 psaumes bibliques qui est enluminé, pour ceux qui connaissent un peu, dans le style gothique qu'on retrouve ici. Donc, ce livre a été commandé par l'anglais Geoffroy Luttrell dans la première moitié du XIVe siècle. C'est aujourd'hui un des plus grands trésors de la British Library de Londres et est reconnu pour contenir de superbes illustrations de la vie quotidienne médiévale. Alors le texte qu'on peut lire, si vous êtes latiniste, au-dessus que je vous ai traduit, vient du psaume 60 et dit « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » L'illustration marginale en dessous représente Jésus prêchant et bénissant des personnes dont certaines au moins sont clairement, dans notre vocable à nous, handicapées. Donc on reconnaît par exemple un paralytique grâce aux béquilles qu'il a entre les mains, qu'il utilise pour se déplacer, un aveugle qui se trouve en bleu, les yeux fermés derrière lui, un bossu encore derrière eux, et une personne au deuxième plan qui a la tête un petit peu plus large que les autres, qui peut être une représentation de nanisme ou potentiellement aussi de handicap mental. Donc ce que je veux un petit peu montrer avec cette image de manière liminaire, c'est que de un, on n'a aucun problème à représenter des personnes avec différents types de handicap ensemble, en montrant qu'ils sont ensemble, ce qui peut montrer qu'il existe une conception qui met sur pied d'égalité plusieurs types
de ce qu'on appelle aujourd'hui une déficience, montrant qu'il peut y avoir un concept de handicap. De deux, ça montre que même si personnes sont clairement représentées comme différentes, puisqu'on les met ensemble dans un groupe, elles ne sont pas exclues pour autant des activités religieuses. Et vous verrez de la société médiévale. Alors Ninon, peut-être déjà sur ce premier moment, moi je suis assez sensible au langage et au lexique pour travailler sur ces objets. Dans ta thèse, tu parlais de conditions de personnes infirmes, et là on sent la traduction littérale du latin. Là tu évoques des déficiences, c'est aussi plus proche des connotations latines. Handicap, c'est un terme que maintenant tu assumes complètement dans tes recherches. Est-ce que tu peux peut-être nous recontextualiser l'usage et l'emploi de ce terme ? Oui, en effet, c'est un terme qui est la traduction de l'anglais disability, qui est utilisé dans la recherche. Et pour vous faire un petit peu l'histoire de ce mot, le handicap, à la base, c'est un moyen de niveler une sorte de concurrence ou un échange inégal, une sorte de jeu dont la mention est pour la première fois attestée dans un poème allégorique anglais de Pierre le Laboureur, Piers Plowman en anglais, à la fin du XIVe siècle, sans pourtant que le mot soit employé. Donc pour vous en dire deux mots, dans son poème, le présumé auteur William Langland raconte une transaction durant laquelle Clément le cordonnier, que vous voyez ici, souhaite échanger sa cape contre le capuchon de Hic le valet d'écurie. L'arbitre nommé estime que le capuchon vaut plus cher que la cape, et Clément doit donc acheter une coupe de bière à Hic en échange pour compenser donc, la différence de valeur. Le texte mentionne d'ailleurs que si quelqu'un se plaint que l'échange n'est pas équitable, le cordonnier doit payer la tournée aux personnes présentes. Donc cette pratique, elle est ensuite appelée New Fair, nouvelle équivalence, et devient un véritable jeu durant lequel au moins 2 personnes vont miser de l'argent avant une compétition. Argent qu'elles placent en fait dans un chapeau, hand in cap. Le parieur gagnant remporte la somme totale. C'est le principe du pari. On parle alors clairement ici de handicap. Ce type de défi d'équivalence se retrouve ensuite dans le monde des courses épiques au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, dans une épreuve particulière qui est appelée Handicap Race, durant laquelle les coureurs sont plus ou moins lestés de charges selon leur âge, leur taille, leur capacité, etc., afin en fait d'égaliser les chances entre les adversaires. Suivant cette évolution, la conception du handicap va se complexifier petit à petit à la fin du XIXe siècle pour aboutir à une définition de limitation physique, sensorielle ou mentale qu'on connaît aujourd'hui. L'entrée du mot handicap, dès 1913, dans un dictionnaire de langue française avec le sens médical de déficience physique, sensorielle ou mentale, témoigne de ce changement de signification. Et ce terme est généralement compris comme un désavantage, une infériorité ou une gêne, comme aujourd'hui dans la loi française datée de 2005, qui fait toujours autorité. Je vous la lis pour qu'on ait bien une définition ensemble. Donc, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Pour autant, et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, il n'existe pas de consensus entre les différentes définitions, qu'elles soient supra-étatiques, par exemple à l'échelle de l'Europe, ni même étatiques, associatives et même très souvent individuelles, puisque finalement, on va le voir, le sens du terme est en fait lié vraiment à son contexte. Alors là, on comprend toute la pertinence à avoir une conférence d'histoire, donc pour apprécier toutes ces nuances, un terme dont le sens ne peut être apprécié que replacé dans un contexte dont on a bien vu quand même que la connotation avait substantiellement évolué du XIVe siècle à 2005. C'est bien normal, même sans doute. C'est un objet d'étude tout trouvé pour un historien ou une historienne. La question que je me pose ce soir avec toi, c'est est-ce que c'est l'étude des infirmités en soi, sous un angle, on va dire,
de l'histoire sociale des maladies qui a retenu ton attention au début de ton parcours de recherche, ou bien est-ce que c'était déjà celui du handicap tel qu'on l'entend aujourd'hui, dans une acception plus contemporaine de ce qui va limiter ou entraver les capacités d'un certain nombre d'individus dans les sociétés médiévales? C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on n'arrive pas tellement à arriver sur un sujet comme ça sans avoir un petit peu une histoire. Donc dans mon cas, c'est clairement une histoire de famille puisque c'est ma tante Joëlle qui était trisomique et ma grand-mère a créé une association pour en fait mettre en place des colonies de vacances dites adaptées pour pouvoir qu'elles partent en vacances. Et j'ai pu travailler dans cette colonie quand j'étais étudiante pour payer mes études. Et j'ai aussi travaillé à ce qui s'appelle le relais handicap dans toutes les universités pour accompagner des étudiants en situation de handicap, prendre leurs cours, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, je pense, c'est que en côtoyant ma tante, etc., qui travaillait, qui fumait. Enfin, moi, je voyais une adulte comme les autres adultes. Je ne voyais pas du tout une personne handicapée. Et c'est uniquement en travaillant au relais handicap que j'ai réellement pris conscience, en fait, de ce qu'est le handicap et de ce qu'est pas finalement la déficience. Et donc, j'y reviendrai, mais le contexte, comment finalement on est handicapé dans certaines positions, à certains moments, et pas à tous les moments. Du coup, comme j'étais intéressée par l'histoire, alors qu'à la base je voulais faire de l'archéologie, mais ça c'est une autre histoire, je m'intéressais particulièrement à la période médiévale. Donc en voulant m'inscrire en master, j'ai regardé un petit peu sur internet s'il existait des choses. Il existait un livre écrit par l'anthropologue Henri-Jacques Sticker, qui est sorti en 1982, mais qui a été réédité, je crois, une bonne 17 fois, quelque chose comme ça, depuis, qui s'appelle Corps infirme et société, et qui retrace vraiment une histoire du handicap plus globale. Et il y avait un autre livre sorti en 2006 par l'historienne anglo-saxonne Irina Metzler, qui faisait un peu le topo, on va dire, de ce qu'était le handicap à l'époque médiévale. Donc j'ai vu que c'était possible, et j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas grand-chose, et qu'il y avait donc encore beaucoup de choses à découvrir. Je suis alors remontée à Paris, à l'université Paris-Cité, d'ailleurs où était Henri-Jacques Sticker, donc c'était pas pour rien, pour travailler sur le handicap des membres du clergé, comme le rappelait Carole tout à l'heure, dans une thèse que j'ai soutenue en 2019 sous la direction de Didier Lett, qui est un spécialiste du genre et de la famille, et donc on est très proche de ces questions aussi. Pour faire un peu mon parcours, après j'ai travaillé pendant 2 ans à l'école pratique des hautes études à Paris, où je travaillais dans l'administration des projets européens, et après j'ai eu mon postdoc donc à l'université de Liège. Donc on a pris nos bagages et on a déménagé à Liège. La prochaine étape de mon parcours, ça sera vers l'Allemagne, où j'ai eu un autre post-doctorat pour travailler sur plutôt les personnes âgées et leur intégration dans le tissu urbain, notamment dans ce qu'on pourrait appeler des espèces de maisons de retraite, mais le terme est évidemment dévoyé, où finalement, dans le nord de l'Europe, il y a eu à un moment un délitement des structures familiales qui a poussé à la création de ce type d'endroit. Pardon. Je m'entends fort, du coup ça surprend un petit peu. Donc je suis aussi occupée à d'autres types de projets. J'ai par exemple co-organisé un séminaire à l'EHESS, à l'école des hautes études en sciences sociales, avec 2 collègues. Qui est, je fais un peu la pub, mais qui est gratuit, en ligne, donc tout le monde peut y accéder, qui est enregistré. Il y a la traduction en langue des signes instantanée et aussi la vélotypie en langue des signes, donc c'est totalement accessible. Voilà, l'inscription est gratuite en ligne, donc n'hésitez pas. Et tout est enregistré, on peut aussi revoir les séances précédentes, ça fait déjà 3 ans qu'il existe, donc il y a beaucoup de séances, et c'est l'histoire du handicap du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Donc on brasse large. Et je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres thèmes comme la guerre et le handicap, les liens évidemment, les émotions, le handicap à travers l'histoire, le handicap mental également. Tout un tas de sujets. Ça prouve bien que voilà, de ton expérience intime, tu as réussi à mobiliser un vrai réseau et activer aussi un vrai réseau.
Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois là pour le partager avec nous ce soir, c'est que par ton parcours, tu as aussi une vision large, une sorte de géographie des institutions de la recherche qui s'intéressent au handicap. Et c'est important d'avoir cette focale au moins européenne, je crois, hein, des laboratoires qui questionnent ces sujets. Ça prouve que c'est une thématique, tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose dans les années 80, mais qui est en train d'éclore dans une approche pluridisciplinaire. Voilà. J'ai évoqué tout à l'heure ton carnet de veille. C'est vraiment un outil précieux et j'invite les unes et les autres à s'y reporter pour voir justement un peu au fil de l'eau ce qui se développe comme réflexion, pas seulement en histoire médiévale, rassurez-vous, mais quand même en histoire médiévale aussi, à l'échelle européenne. Parmi les réseaux aussi, par modestie, tu n'en as pas parlé, auquel tu étais associé, il y a un réseau de recherche très intéressant qui est porté par l'Université de Brême, dans le cadre d'un programme de recherche qui est clos, mais qui a produit beaucoup de publications intéressantes, qui s'appelle Homo debilis. Et voilà, la force de la locution latine, je trouve, est intéressante parce qu'on peut retourner le stigmate aussi derrière cette polysémie de la langue latine. C'est d'ailleurs voilà, un terme dans le lexique médiéval qui commence à se dessiner. J'y reviens, je suis un peu là pour ça. Donc on a eu les déficiences tout à l'heure, l'idée de debilitas, qui est aussi un terme très intéressant dans la documentation médiévale, pour dire la fragilité, pour dire la fragilité. J'y ajouterais, parce qu'on est au mois du genre, l'imbecilitas, souvent l'imbecilitas sexus, la fragilité ou les déficiences du sexe, c'est pour qualifier, caractériser le sexe féminin. Et puis, on va voir aussi des formes de vicium, qui n'est pas toujours traduit par péché, c'est aussi vraiment ce qui manque, ce qui est mal fini ou le défaut. Donc, sans vouloir rétro-jeter, ou pour emprunter un terme à Joseph Morcel, qui l'emploie d'ailleurs dans un tout autre contexte, une notion sur une société qui ne l'a pas élaborée, celui du handicap, paraît intéressant que tu nous dises aujourd'hui, avec ton expérience des programmes européens et puis de cette longue histoire, au moins depuis les années 80, comment on étudie en historienne aujourd'hui le handicap ? C'est une bonne question parce qu'on s'inspire beaucoup des autres sciences et notamment des disability studies, des études sur le handicap, qu'en France on trouve plutôt chez nos amis les sociologues. Et donc ils ont créé plusieurs modèles d'analyse pour travailler sur le handicap. Donc on a d'abord jusque dans les années 80 le modèle médical où finalement l'objectif c'est de réussir à compenser ou à améliorer le corps humain, les conditions de santé des malades et de réussir à contenir le handicap vraiment dans une approche fonctionnelle. Ce qui fait que pendant longtemps, les travaux des historiens se sont focalisés plutôt à la recherche de l'exclusion des personnes handicapées en travaillant plutôt sur les sources médicales, les sources normatives, en travaillant sur les hôpitaux, la charité, la pauvreté, l'assistance aussi. Puis dans les années 80, un peu suivant l'engouement aussi des luttes militantes qui s'étaient faites autour du handicap, a été créé le modèle social qui met en lumière vraiment une distinction entre l'infirmité comme caractère individuel, biomédical, et de l'autre côté le handicap comme un désavantage ou une restriction d'activité causée par l'organisation sociale. Dans ce cas-là, le handicap, finalement, est créé par les interactions humaines et n'existe pas en tant que tel. Tout ça fait que le handicap n'est plus inhérent à l'individu, mais il est formé par les difficultés que l'individu va rencontrer, donc finalement par son environnement social. Dans les années 90 et 2000 a été créé un autre modèle qu'on appelle le modèle culturel, qui, lui, va mettre en avant que ces différentes distinctions vont changer selon le temps et le lieu où on se trouve. Et donc, selon notamment les études sur le nord et le sud, beaucoup en termes de géographie, et ce qui m'intéresse plus en termes d'histoire, de période dans le temps. Donc,
Tout ça est né sous les impulsions très fortes des études féministes, notamment, qui se mettent à interroger le corps, mais aussi les normes appliquées au corps, définir l'habileté, la santé, la normalité. Et c'est là que les études sur le handicap ont pu intervenir. Ça fait tout ça que le caractère intersectionnel du handicap permet d'interroger finalement beaucoup de matrices de domination, donc que ce soit l'âge, le genre que j'ai ajouté aujourd'hui, et créer une idée d'identité multiple où tous ces différents facteurs vont se mêler pour créer la personne et nous pour pouvoir analyser des processus sociaux. Alors peut-être que tout à l'heure, si on a un petit peu de temps pour développer ça au moment des questions, on pourra revenir sur certains débats critiques autour de ces objets-là et la question de savoir si toutes les variables d'identité se valent. C'est un vrai débat important dans l'accompagnement théorique de ces recherches. Mais là, on a peut-être bien assez parlé de concepts et de modèles d'analyse et il s'agit maintenant de voir avec toi comment est-ce que ces modèles d'analyse t'aident à apprécier des expériences ou approcher quelque chose de la réalité ou d'une réalité sociale au Moyen-Âge. Oui, c'est pas évident et c'est pour ça que je m'inspire de ce qu'on appelle l'histoire des expériences pour travailler là-dessus. Donc c'est, on peut dire, une école de pensée qui a été développée par des chercheurs qui prônent plutôt l'étude des expériences individuelles, sociales et collectives comme des phénomènes historiques, vraiment. Donc ils s'intéressent à la fois à ce qui arrive aux gens, mais aussi à la façon dont les gens expliquent ce qui leur arrive et donnent un sens à tout ça. Et enfin, dans une démarche analytique, un petit peu comparer les deux et voir ce qu'il en sort. L'idée, un petit peu derrière tout ça, c'est de ne pas avoir une vision qui est trop négative ni trop positive du handicap, mais essayer finalement de placer le curseur du côté plutôt des expériences et d'avoir un regard assez critique par rapport à ce qu'on lit dans les documents. Donc mon approche, c'est d'aller chercher ces expériences, d'essayer de les décrypter. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs types de sources, de la littérature aux archives administratives, en passant par des témoins visuels et matériels qui ont été conservés. Donc je tiens à dire que cet exposé est plutôt focalisé après le XIIe siècle, parce qu'avant tout ça, c'est difficile de trouver des sources qui parlent de handicap et qui ne sont pas des hagiographies, c'est-à-dire des vies de saints où on se retrouve face à un procédé stylistique et narratif très fort, même si j'en parlerai un peu quand même, parce que ça reste très intéressant. Cette approche que je développe, qui fait, si on veut, un peu feu de tout bois, je suis plus ou moins forcée de la développer puisque l'objet d'étude du handicap, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez récent. Tout se fait assez lentement en recherche, donc ça arrive petit à petit. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de documents qui ont été découverts où on retrouve un peu ces expériences. Donc on a plusieurs exemples, il y a des recherches qui existent, mais il faut réussir un peu à grappiller à droite à gauche pour construire une grille de lecture un petit peu et réussir à analyser et mettre en lumière ces expériences. Il va y avoir, oui, ça, je crois que c'est important qu'on le dise dans les exemples que tu vas développer, ils sont au prisme de sources qui sont spécifiques à chaque fois, et les régimes documentaires induisent quand même des biais et des filtres de lecture, donc moi, ça va être un de mes points d'accroche de débat, en tout cas avec toi, et de questionnement, c'est où s'arrête la représentation et où commence l'expérience vécue. Mais tu vas nous en dire plus. C'est tout ce qui fait un petit peu la difficulté du jeu auquel on m'a soumis ce soir. Donc j'ai essayé de trouver des portraits un petit peu différents, vous allez voir. L'idée, un petit peu ce qui lie ces différentes personnes, c'est qu'ils ont des corps anormaux. Ça peut être par rapport au handicap, évidemment, mais également au genre, puisque j'ai à peu près la parité, un peu plus de femmes que d'hommes, mais aussi des corps non conventionnels, notamment les clercs. Je crois que vous aurez compris que je connais bien le corps clérical.
mais aussi le roi et la reine qui, on peut penser, sont les personnes les plus puissantes, mais finalement ont aussi des corps qui sont soumis à beaucoup d'injonctions à la fin, pour le coup, de l'époque médiévale. Donc évidemment, je mets l'emphase là-dessus, c'est pas exhaustif, il ne s'agit pas des 7 seules personnes qui ont ces parcours de vie-là, mais je les ai construits autour de mes recherches, de mes centres d'intérêt, mais aussi des recherches existantes de certains collègues donc, que j'ai utilisées pour construire mon exposé aujourd'hui. Alors, tu dis des corps qui ne sont pas normaux, peut-être que je peux reformuler, c'est-à-dire des corps autour desquels se développe une réflexion sur l'asymétrie, voilà, ou en tout cas la polarisation par rapport à un spectre de représentation et de valeurs. Voilà. Mais évidemment, sans doute que l'assistance avait compris d'elle-même. Donc, on va commencer par la vieille, hein, ta première figure, en rentrant dans une ressource documentaire qui est quand même assez atypique, dans le sens où c'est un roman allégorique. C'est un best-seller du Moyen-Âge. On a conservé plus de 300 manuscrits du roman de la Rose, dont l'élaboration aussi est assez particulière. Tu nous en diras sans doute quelques mots. Et par ailleurs, c'est une source médiévale qui a nourri une querelle des femmes et par ailleurs aussi un certain nombre de prises de position d'intellectuels du XIVe siècle. La question de savoir si, au nom de la littérature, on avait le droit de tout dire et notamment de dire autant de choses assez abominables sur les femmes, mais c'est un autre sujet. Donc je te laisse nous présenter cette vieille allégorie de quoi tu nous diras. Oui, j'avais choisi ce personnage pour commencer parce que c'est vrai qu'elle réunit mes trois intérêts ce soir, puisqu'elle est femme, âgée et handicapée. Donc ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que ce personnage de la vieillesse ou la vieille, on la trouve dans les 2 parties du roman, parce que c'est un roman qui a été composé en 2 parties par 2 auteurs, Guillaume de Lioris et Jean Demain, tous les 2 au XIIIe siècle. Et dans la première partie, pour raconter ça, le narrateur raconte qu'il a eu un rêve quand il avait 20 ans et qu'il tombe amoureux d'un bouton de rose appelé Bel Accueil, qui est détenu par jalousie, qui, si on suit un peu l'allégorie, serait donc le mari de l'amante. Et ce Bel Accueil est enfermé dans un jardin clos dont les murs sont protégés par 10 femmes. Donc on retrouve pauvreté, chagrin et vieillesse. Donc c'est un des 10 adjuvants, on va dire, au mari jaloux. Les derniers vers présentent une vieille femme, partageant la vie de Bel Accueil dans la tour, et elle est alors vraiment présentée comme le dernier rempart complètement infranchissable par l'amant. Dans la deuxième partie, l'amant va attaquer le château de jalousie. Il tue les premiers gardiens, il y a toute une histoire, et il est confronté au personnage de la vieille femme. Ce qui est intéressant, c'est que dans les manuscrits, à la fois dans les textes et il y a à peu près la moitié des 300 manuscrits retrouvés, 150 à peu près, qui sont encore enluminés, on retrouve ce personnage de la vieille femme. Je ne vous ai pas mis les 150 illustrations, je vous rassure, mais croyez-moi sur parole, elle est en général représentée avec une canne courbée, avec différents types de cannes. Et cette vieille femme, finalement, doit être une figure répulsive. Et à ce jeu-là, si le simple vieillissement en fait ne suffit pas, on ajoute encore quelque chose qui est le handicap. Donc on lit par exemple dans Lioris, elle était très atteinte par le grand âge, car elle n'aurait pas été capable de faire un trajet de 4 toises sans béquilles. Et chez Demain, elle parle à la première personne et elle dit « Je ne pourrais pas me soutenir sans bâton, ou sans béquille ». Là, peut-être, ce qui est intéressant dans cette double... Alors, il y a 2 parties et 2 figures allégoriques. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont elles mobilisent, on va dire, un vocabulaire pour donner à entendre le handicap par l'incapacité, je n'ai pas été capable, et puis sur, je ne pourrais pas. Mais on passe d'un regard extérieur, dans la première partie... on va dire moins polémique de Guillaume de Lioris, et une sorte d'appropriation du discours qui est aussi qui interpelle dans Jean Demain. Mais je te laisse reprendre.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant, c'est que les deux personnages sont vraiment décrits finalement de la même façon. Et donc le texte va vraiment souligner le manque d'aptitude physique de la vieille femme. Il y a aussi toute une partie sur le mental que je n'aborde pas maintenant. Et les béquilles sont à la fois présentes dans le texte et dans les miniatures et représentent vraiment une caractéristique distinctive qui vraiment va distinguer ce personnage du reste des figures peintes et représentées. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut complètement lier ce personnage à un concept qui s'appelle la prothèse narrative, qui a été créé par deux chercheurs américains, Snyder et Mitchell, qui travaillent sur le cinéma et la littérature, et qui voient que le handicap est souvent utilisé en fait de manière rhétorique comme une forme de stigmatisation qu'on applique à un groupe ou à un individu afin de le rendre menaçant ou de le dévaloriser. Donc c'est un concept qui est assez utilisé en littérature et qui permet de montrer que voilà, vraiment, le handicap de manière omniprésente est un outil de caractérisation du personnage. On peut penser par exemple, je te disais tout à l'heure, l'exemple de Capitaine Crochet. Ça permet en fait de lui donner une histoire. Il s'est fait manger le bras et ça le rend méchant. Enfin, voilà. Donc on caractérise vraiment les personnages comme ça grâce au handicap. Et ça explique que le handicap ici est utilisé tout au long de l'histoire comme une béquille sur laquelle le récit littéraire s'appuie pour pouvoir, sur ce pouvoir de représentation, pour montrer le potentiel perturbateur finalement de la vieille femme handicapée. Et en même temps, cette béquille, elle est là pour renforcer la dimension répulsive à la fois de la vieillesse, mais aussi peut-être du genre féminin. Et ce genre féminin croisé avec la vieillesse, la figure de la vieille, vetula en latin, c'est quand même c'est tout un topos. Enfin, ça renvoie à beaucoup de représentations mobilisées par la société médiévale. Et en fait, je me disais, on parlait d'intersectionnalité tout à l'heure. Il y a quelque chose, il faut bien avoir en tête que dans les cycles iconographiques ou dans la production normative, astrologique, médicale ou que sais-je encore, on représente le corps de l'homme âgé. Le vieux, il est représenté dans toute une série de cycles avec, ma foi, des logiques aussi d'avachissement, les traits du visage marqués par des rides, etc. Et là, c'est quand même significatif de voir que la répulsion, elle est signifiée par vieillesse au féminin et vieillesse incapable. Mais en même temps, avec cette béquille qui lui permet de faire avancer le discours et faire avancer la narration. Donc voilà, c'est vraiment alors, c'est pas une expérience vécue, mais c'est une projection riche de sens et de signification pour aller vers peut-être des choses ou des traces documentaires qui nous disent quelque chose de comment les personnes âgées ou en situation d'incapacité à se déplacer pouvaient compenser cette difficulté. Effectivement, ça m'amène à mon exemple suivant. Hop. Alors, j'espère que vous pouvez lire, ça a l'air d'aller. C'est la question de l'aide à la mobilité de manière générale, c'est quelque chose qui a été complètement sous-étudié pour l'époque médiévale pour l'instant. Il y a quelques recherches en histoire contemporaine, notamment sur le design, la technologie, les choses comme ça, mais c'est pas encore arrivé, alors que je vais essayer de vous montrer là qu'on peut avoir un petit dossier, en tout cas que c'est quelque chose qui tient. Il y a des prothèses, quoi. Il y a des béquilles, il y a des prothèses. Ça existe. Donc je vous emmène vers cette lettre en latin que j'ai découverte dans les registres de la pénitencerie apostolique, qui sont conservés dans les archives du Vatican, qui va rassembler des milliers de demandes qui émanent de clercs, mais aussi de laïcs, qui écrivent au pape pour solliciter un pardon pontifical sous forme d'absolution, d'indulgence, de dispense, de licence. Ça peut être tout un tas d'autorisations. Ce qui est intéressant, c'est que ces lettres, elles vont contenir les demandes de personnes de toute l'Europe qui ensuite tiennent le verdict qui a été rendu par le pape ou par, dans ce cas-là, le pénitencier par délégation du pouvoir pontifical. Donc celle-ci que je vais vous lire, je vous rassure, concerne frère Jean Fanny Gounosset de Rabonne,
dont le cas a été traité le 12 février 1492 donc par la chancellerie apostolique. Donc le document en latin que j'ai traduit nous dit « Frère professe Jean Fanny Gonossé de Rabonne, clerc du diocèse de Toul, monastère de Saint-Pierre d'Estival de l'ordre des Prémontés dans le dit diocèse, qui, par grande ferveur de dévotion, désirait devenir clerc et a été promis à tous les ordres sacrés et au sacerdoce. Après sa promotion, il sert au ministère de l'autel et s'engage avec grande piété dans le service divin perpétuel dans le dit monastère. Mais, lorsqu'il était loin du monastère pour se consacrer à cette tâche, une certaine maladie est survenue dans son tibia droit, à la suite de laquelle, avec le consentement des médecins et en raison de l'état de son corps, il a dû faire amputer le tibia jusqu'au genou. Puis, avec la permission de Dieu, il a été libéré de cette maladie et a recouvré la santé. La suite nous dit « Il a fabriqué artificiellement une sorte d'instrument en bois avec lequel il peut bien se déplacer sur ses autres articulations et peut quitter le monastère dans la mesure où son tibia n'a pas un tel défaut ou déformation qui pourrait susciter un scandale parmi les gens ou un empêchement l'empêchant de dire la messe. Il implore donc humblement votre sainteté, donc c'est le pénitencier qui est la délégation du pouvoir pontifical, de bien vouloir le dispenser par une grâce spéciale et expresse, dans la mesure où il peut demeurer clair malgré les défauts et déformations mentionnés, et conserver sa promotion à tous les ordres sacrés et au presbytérat, ayant été promu antérieurement, et qu'il puisse librement et légalement servir au ministère de l'autel ou être chanoine. Donc le verdict pontifical que je vous ai mis ici à la fin indique que l'autorisation lui soit donnée à condition expresse qu'il puisse appuyer sa jambe sur la pièce de bois lorsqu'il sert à l'autel. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui inquiète finalement la chancellerie pontificale, c'est de mesurer la capacité de Jean, la capacité du clerc à finalement rester immobile et à célébrer la messe dans de bonnes conditions. Le problème ici, c'est que la mutilation conduit visiblement à une déformation qu'on appelle un défaut du corps, qui est une catégorie légale dans le droit canon, qui empêche un clerc ordonné jusqu'en 1980, qui empêche quelqu'un d'être handicapé d'être ordonné jusqu'en 1983, donc c'est jusque très récemment, mais qui, grâce aux lois pontificales des XIIe et XIIIe siècles, autorisait quelqu'un qui était déjà ordonné à pouvoir continuer de l'être. Donc il y a vraiment des subtilités ici. Tout ça est autorisé sous deux conditions que Jean semble respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste capable, c'est-à-dire de voyager, ici de dire la messe debout, et qu'il ne provoque pas de scandale chez ses paroissiens. Alors là, je vais intervenir pour aussi peut-être repréciser la spécificité documentaire de ce dossier. Alors on voit qu'on a quitté un environnement littéraire où on voit qu'il y a, on va dire, des mécaniques et des tropes littéraires qui pouvaient être mis en œuvre pour faire fonctionner des allégories, pour aller vers des choses, des corpus qu'on appelle plutôt sources de la pratique, mais qui renferment aussi toute une série de mises en discours. Et des fois, on va dire que effectivement, on a accès à une expérience de vie, une amputation liée à une maladie, la nécessité de compenser cette maladie, mais dans un texte, dans une source qui est un peu finalisée. C'est-à-dire qu'il faut que le clerc qui entend dépasser cette infirmité fasse comprendre que c'est un defectus qui peut être dispensé par l'administration pontificale. La dispense, c'est un outil c'est un outil administratif, mais d'une administration qui n'est pas comme les autres, puisque c'est celle du pape, qui sert à dire que, au regard de toute une série d'éléments, le pape veut bien suspendre temporairement la rigueur de la loi ou l'application de la loi qui, effectivement, normalement, empêcherait ce prêtre mutilé de célébrer la messe, parce que l'on craint le scandale, tu l'as dit. Et le scandale, c'est aussi une catégorie juridique bien spécifique dans la pensée médiévale, puisque c'est ce qui est considéré comme occasion de ruine. C'est vraiment au sens étymologique du terme, du latin, c'est-à-dire le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire voir un homme amputé, mutilé d'un doigt, d'un œil, ou qui aurait été castré, par exemple, c'est une occasion de ruine, c'est un scandale, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une inadéquation entre son corps et les gestes
les fonctions qu'on attend de son état. Et ça, c'est très caractéristique de la société médiévale, c'est-à-dire cette idée qu'il faut une adéquation entre son état, ce que l'on voit corporellement ou par le vêtement de l'état, et les fonctions que la société attend de cet acteur. Et donc là, c'est intéressant de voir Jean parler d'infirmitas, et puis en même temps de bien développer le fait qu'il reste capable, et il reste capable notamment de cette immobilité que l'on attend par l'honneur du sacerdoce lors de la messe. Après, peut-être qu'il n'a pas besoin, enfin, il se sert peut-être de sa prothèse à d'autres moments, et ça, il n'a pas besoin de le dire. Ce qu'il a besoin de dire, et ce que le pénitencier a besoin d'entendre, c'est qu'il peut rester immobile. Donc il y a toujours ce biais, toujours ce filtre dans la documentation. J'en reste là pour... non, mais c'est très intéressant parce que une des choses qui m'intéresse avec les prothèses médiévales, c'est que finalement, ça donne à voir ce que les chercheurs appellent le creep time. Donc en fait, le moment spécifique où le temps pour une personne handicapée n'est pas le même que pour une personne normative, dans le sens où tout va sembler plus lent, se préparer, se déplacer pour aller quelque part, etc. Donc tout ça est donné à voir finalement par l'utilisation de la prothèse dans ce cas-là. Et je vous avais également, pour faire un peu d'histoire matérielle aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir les traces qui peuvent rester, puisqu'évidemment Jean, on dit qu'il a fait il a fabriqué artificiellement une sorte d'instrument, mais évidemment c'est pas lui sans doute pas lui avec ses petites mimines qui a fait ça. Il a sans doute demandé l'aide à un charpentier. Donc j'ai réussi à trouver un autre témoignage où, dans les miracles de Saint-Louis, donc c'est un livre qui recense tous les miracles qu'a fait ce roi de France par Guillaume de Saint-Patus. Et donc j'ai trouvé un témoignage où on lit sur Guillaume. Robert Reboul lui conseilla de se faire couper le pied. Robert Reboul, c'est le médecin. Et de fabriquer une échasse en bois afin qu'il puisse être soigné plus efficacement et être parmi les gens pour gagner sa vie. Ça, on verra que c'est quelque chose d'important aussi. Alors le dit Guillaume alla chez le charpentier et lui expliqua ce qu'il avait l'intention de faire. Donc on peut imaginer que Guillaume et Jean, l'exemple du clerc, ont finalement pu marcher comme ce petit personnage que j'ai trouvé dans les tapisseries de l'histoire de Saint-Étienne, au début du XVIe siècle, qui est conservé au musée de Cluny à Paris. Pour ceux qui ont envie de visiter ce musée, il y a beaucoup de choses. Et cette représentation montre d'ailleurs que sans doute les artistes, les artisans avaient l'habitude de voir ce type d'échasse qui ne semble, qu'on voit au moins dans trois différents types de traces, types de sources. Ça me permet aussi de vous montrer ces magnifiques cannes du XIIIe, XVIe siècle qui sont conservées à l'hôpital Sainte-Anne à Marburg en Allemagne. C'est des très rares traces qu'on réussit à avoir pour l'instant, mais idem, on les a jamais cherchées. Donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est juste qu'il va falloir les chercher pour les trouver. Mais dans l'enluminure du psautier qui ouvrait ta conférence, il y avait aussi cette représentation de petit appareil aussi, enfin c'est pas une prothèse non plus, mais enfin une sorte de déambulateur. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une facilité à représenter dans l'iconographie ou à décrire dans la littérature, enfin dans les sources écrites, ces prothèses ou c'est ce qui permet de rendre capable et d'inclure. Hein, c'est ce qui dit être capable de travailler et être parmi les autres. Donc ça dit aussi que l'inclusion est possible, à condition évidemment de s'en donner les moyens. Alors, donc là, on a, de manière un peu, grâce aux artefacts en fait, et ces cannes par exemple, on peut avoir une idée peut-être aussi de ce qu'étaient des vies au quotidien, enfin un quotidien de personnes avec des handicaps, on dirait moteurs. Tu nous as présenté aussi des ressources qui documentent le handicap d'autrui décrit par un auteur autre, un tiers. Alors, certes, Jean Demain faisait parler la vieillesse, mais on a bien compris que c'était un dispositif littéraire.
La question maintenant, c'est de savoir s'il y aurait dans la littérature au sens large, c'est-à-dire dans les corpus, des traces de récit de soi ou quelque chose qui permettrait d'aller vers un récit de soi, même si, encore une fois, effectivement, les Vita, c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y aurait quand même moyen d'aller vers une approche d'une présentation de soi comme infirme ou handicapé? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais on a, pareil, il faut, je pense, lire plus spécifiquement certains textes. Donc, j'en ai choisi 2 exemples ici que je vais aborder peut-être un peu rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, d'abord, John the Blind, l'aveugle, Audley, qui est un poète anglais mort en 1426. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que c'est l'un des rares poètes anglais de l'époque dont le nom nous soit connu, parce qu'en fait, il le répète tout le temps. Donc vraiment à plusieurs reprises dans son manuscrit, il affirme qu'il était très vieux, infirme, sourd et aveugle. Donc vraiment, il le dit lui-même. Donc son livre, il réunit finalement des textes de dévotion populaire promulgués pour une utilisation laïque en Angleterre à cette époque-là. Et il va beaucoup questionner le sentiment d'autorité. Donc c'est l'exemple que je vous ai mis ici, où il dit « Et prenez en compte l'apôtre Paul, que le Christ a appelé de la grâce à la grâce et à sa miséricorde, car j'espère qu'il en a fait autant pour moi. Et m'a donné volonté, intelligence, temps et espace, par le Saint-Esprit, d'être aveugle, sourd, et de dire ces mots par sa grande grâce. » Donc ce qui est très intéressant, c'est, pour résumer tout ça, c'est que finalement pour lui, son handicap lui a permis d'être un auteur et de recevoir la grâce de Dieu et par cette entremise écrire ses poèmes. Donc j'avais tout un truc sur... Peut-être dire quand même que manifestement il devait avoir des assistants, ce qui est aussi intéressant parce que tu parlais des relais handicap, il y avait aussi des assistances. Voilà, pour lui permettre de mettre en œuvre cette... On sait qu'il était aidé par 2 scribes qui eux-mêmes écrivent, avoir participé à l'écriture du livre. Donc un processus finalement sans doute mixte entre écriture dictée, recomposition d'ouvrages. Vraiment, le travail de ces 2 scribes est dit directement à la gloire de John the Blind Audley. Donc c'est un travail collectif. Ouais, qui donne une représentation de son handicap comme un peu sublimée. Enfin voilà, il dit que c'est la manifestation de sa rencontre avec Dieu. Ma foi, c'est son ressenti. Voilà, on peut... jusqu'à quel point, encore une fois, c'est littéraire, ça reste difficile à... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver la même chose chez une autre autrice qui s'appelle Thérèse de Carthagène, qui donc vit dans l'Espagne du XVe siècle, qui est issue d'une famille qui vient de se convertir au christianisme, qui était juive jusque-là, et qui vient de la très grande aristocratie de la couronne de Castille. Donc elle naît vers 1425 et dès l'enfance, elle souffre d'une maladie chronique qui va la rendre sourde à 30 ans. Donc elle est éduquée vraiment comme une entendante, elle a la vie classique, c'est-à-dire mariée à 15 ans, veuve à 18. Et à partir de classique là... pour l'aristocratie, on va spécifier parce que sinon on va encore avoir une mauvaise réputation. Mais du coup, après ça, elle est recluse dans un monastère où elle passera le reste de sa vie. Vers 50 ans, elle écrit donc le livre dont je vous ai mis certains passages ici, qui s'appelle Le Bosquet des malades, et qui est construit en 2 parties. Une première partie un peu plus autopathobiographique, donc c'est un genre littéraire du XXe siècle, mais dont on trouve ici des premières traces, donc le récit de sa souffrance. Et dans une deuxième partie, elle va tenter de manière un peu plus classique pour l'époque médiévale à faire une sorte de traité consolatoire où elle va théoriser son expérience et va proposer des solutions. Elle écrit en quelle langue ? En espagnol. En espagnol, voilà. Ça c'est intéressant parce que quand on sort du latin, ça veut dire que peut-être on cherche à atteindre un lectorat peut-être laïque ou en tout cas pas forcément ecclésiastique. Donc, c'est tout à fait vrai. Non, parce qu'en plus après j'ai mis des choses en espagnol et j'ai laissé
J'aurais dû laisser l'espagnol original. Mais c'est pas ma traduction, elle est de Ghislain Bory, et tout le livre d'ailleurs se trouve en libre accès sur Internet, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Donc ce qui est intéressant, c'est que Thérèse, elle va accorder beaucoup de place à la souffrance psychologique du fait d'être sourde, du fait d'être coupée de la société, et finalement, elle, ce qu'elle considère comme l'essentiel des plaisirs humains, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Donc je vais lire quand même, Thérèse. Donc elle dit « Quand je suis seule, je suis accompagnée de moi-même et de ce maigre sens que j'ai. Mais lorsque je me vois en compagnie d'autres personnes, je suis tout à fait isolée, car je ne jouis pas de leur conversation ou de leur discussion, et je ne peux pas non plus profiter de moi-même. » Donc j'ai gardé d'autres citations qui montrent qu'en plus de cet isolement individuel, elle subit également une réaction de rejet, à nouveau sans doute parce que c'est une société, elle vient d'une famille aristocratique. Donc ce rejet, il est d'abord celui de la famille, comme on voit dans le premier témoignage où elle dit « Les amis nous oublient, les parents se fâchent, et même la mère se fâche contre sa fille malade, et le père abhorre le fils qui occupe sa demeure avec des maladies continuelles. » Et un autre passage que j'ai aussi sélectionné montre que les malades se voient immédiatement mis à l'écart et méprisés par tous leurs proches, jusqu'aux serviteurs. Voilà, donc je lis pas pour aller un peu vite, mais tout est en ligne. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Thérèse, pour aller contre ça, elle va se réfugier dans la lecture, beaucoup, et ensuite dans l'écriture, afin de tromper son ennui. Et donc, tout le but de son ouvrage, vraiment, est de livrer son analyse de la maladie et à lui donner un sens. Donc, c'est très différent de John O'Donnell, finalement, mais on retrouve de la même façon cette vision ensuite positive qu'elle donne de la maladie, puisqu'elle ne le voit pas comme un châtiment divin pour ses péchés. En tout cas, au début, oui, mais après, elle explique bien qu'elle donne un sens justement à ce châtiment. Et elle dit que ça lui permet de prouver l'existence de Dieu et de renforcer sa croyance en Dieu grâce à ce don spécial procédant de la grâce divine, comme elle l'appelle. Alors je ferai juste 2 remarques. La première, c'est que, encore une fois, comme on est dans un milieu aristocratique, elle dit qu'elle a pu, au début, elle explique qu'elle a pu tromper son isolement et sa marginalisation liée à son handicap de surdité par la lecture et l'écriture. Évidemment que ça, c'est une béquille, pour le coup, qui n'est pas accessible à toutes les femmes sourdes et les hommes sourds par ailleurs. Donc là aussi, il y a un prisme social évident, mais qu'on peut souligner. Et peut-être aussi souligner, comme tu l'as fait, hein, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu du topos chrétien, de cette littérature mystique ou en tout cas dévotionnelle, qui se développe beaucoup d'ailleurs dans ces siècles-là, hein, et qui s'ouvre vers les laïcs, qui sort du monde des clercs pour aller vers les laïcs, qui redit que endurer, et on comprend bien que derrière un handicap, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une souffrance. Endurer, c'est l'étymologie de la passion, hein, c'est patior, patiri, c'est se mettre sur un chemin christique. Donc il y a une manière de se réapproprier et de se réinclure dans une société chrétienne, grâce ou en dépit ou grâce à ce handicap. Et ce qui est intéressant, parce que la lèpre permettrait de le dire aussi, c'est que tout ce qui fait altération du corps, c'est d'abord vu comme une marque du péché, et ça c'est vraiment le rapport entre le corps, le péché et ce qui se voit sur le corps, c'est très société médiévale chrétienne. Et ça permet quand même de voir comment s'articule ce rapport entre l'altération, la stigmatisation, et puis, quand on est dans certains milieux, la sublimation par la dévotion. Tout à fait. C'était l'exemple suivant que j'avais choisi, où je vais passer rapidement, mais peut-être juste lire la citation. Donc c'est une sainte, elle, qui a vécu en 1225. Elle est née en 1225 et elle est frappée de la lèpre à ses 20 ans. Elle en souffrira pendant 5 ans avant de mourir donc en 1250. Et très rapidement après, elle sera canonisée. Et c'est à l'occasion de sa canonisation qu'un anonyme de son abbaye, c'était l'abbaye de Cambre dans le diocèse de Liège, qui écrit sa vie, donc d'Alice de Schaerbeek. Et on lit dans la vie que de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait aucune santé en elle. Tous ceux qui la regardaient étaient figés par la peur, comme devant un monstre horrible.
Ils estimaient qu'aucune créature comparable en horreur ne pouvait être trouvée ailleurs. Ainsi, elle était entièrement privée de l'usage de son corps et de ses membres, livrée au lit comme un cadavre en décomposition, destiné à être consumé par la putréfaction. Donc évidemment, là on se trouve dans une écriture. Le but, c'est de montrer qu'elle est sainte et de mettre en avant tous les miracles qu'elle-même a pu prodiguer, puisque vers la fin de sa vie, elle est elle-même paralytique et aveugle, qui sont des continuations de la lèpre, on le sait encore aujourd'hui. Et donc elle va elle-même performer plusieurs miracles et du coup, tout le but, c'est de montrer qu'elle est finalement comme le Christ, rédempteur, qui a souffert pour racheter les péchés humains. Donc, c'est ce qu'on appelle l'imitatio Christi, elle imite le Christ. Et donc, évidemment, le but de l'auteur, c'est de montrer qu'elle est en très grande souffrance et qu'elle est rejetée. Donc, on sait qu'elle est, dans la Vita, il dit bien qu'elle est rejetée par les membres de sa communauté, puisqu'elle vit dans un reclusoire au fond du monastère. Donc, elle reste dans l'enceinte du monastère, mais elle vit à part. Et donc tout le but de la Vita est de montrer que ça restait une sœur cistercienne aussi. Alors cet exemple, et on ne va pas le développer trop parce que si on veut pouvoir parler un petit peu des handicaps mentaux, est quand même intéressant parce qu'effectivement c'est une Vita, et tu disais tout à l'heure, attention, les Vitas, c'est quand même une réécriture de gestes et de moments de vie, d'ailleurs rarement dans l'ordre chronologique, enfin c'est pas du tout biographique, qui servent à porter un projet de sainteté, mais en même temps la force, elle est rare, la puissance des termes mobilisés pour dire ce qu'est le corps de cette femme lépreuse. Je suis pas spécialiste de la géographie médiévale, et j'ai une pensée pour ceux qui l'étaient avant moi. Je pense à Jean-Michel Matz, tout spécialement ce soir. On a rarement des formules aussi puissantes pour dire le corps et pour dire c'est même plus de l'altération, mais vraiment la décomposition du corps. Donc il y a quand même, là pour le coup, cette fois je vais vers toi, même dans ce régime documentaire de la géographie, il y a quelque chose qui dit une expérience de vie pour le coup. Que ce soit celle d'Alice ou de quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est pas des mots choisis au hasard. Je pense que ça reflète une horreur très, très prégnante. Et pourtant, les lépreux n'étaient pas complètement mis à l'écart de la société médiévale. François-Olivier Toati l'a beaucoup dit. Et puis, tous ceux qui travaillent sur l'archéologie aujourd'hui des lazarets ou des léproseries disent bien qu'il n'y a pas non plus une horreur du lépreux qui impliquerait qu'en tant que corps monstrueux, il soit complètement mis à l'écart. Aujourd'hui, d'autres sciences que simplement l'étude des textes permettent de voir que ils sont dans la foule. Certes, on craint la contagion, mais ils sont dans la société, mis à l'écart. Mais voilà. Donc c'est pour ça vraiment son discours, ses mots sur la putréfaction de son corps sont très très forts, très très forts. C'est un témoignage très puissant. Pour finir juste sur elle, avant de passer à mes deux derniers exemples, que évidemment ces documents aussi, ils montrent une compréhension de l'infirmité qui est un peu idéalisée, dans le sens où c'est des personnes qui réussissent, entre guillemets, à transformer le handicap en une force narrative. Il faut évidemment nuancer tout ça en disant bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, et on voit bien qu'il y a des cas où ça pose des problèmes professionnels, dans le cas de Jean, mais que voilà, pour Thérèse, John O'Delay et Alice, ça participe évidemment à la création de leur propre personnage, même quand c'est autobiographique. Et pour enchaîner moi-même sur les deux derniers exemples, parce que je trouve qu'ils sont aussi très intéressants, et il s'agit aussi d'expériences réelles. C'est donc deux exemples de maladies mentales, de personnages de pouvoir, dont un roi de France, Charles VI, un roi capétien de 1380 à 1422, qui en 1392, donc à l'âge de 24 ans, est saisi d'hallucinations. Donc c'est un passage assez connu des gens qui aiment bien l'histoire médiévale, où il commence par attaquer son frère. Enfin, en fait, il dormait sur son cheval, quelqu'un a fait un bruit, il a cru que c'était un combat, donc il attaque son frère, puis finit quand même par tuer 4 de ses hommes. Et suite à cette crise, pourrait-on dire, il dort pendant 2 jours.
Et dès lors, hein, jusqu'à sa mort, il alterne période de folie, période de lucidité. Donc les historiens spécialistes ont été comptés dans les archives jusqu'à 53 crises avérées, sachant qu'évidemment il y a eu beaucoup d'autres petits moments de crise de quelques heures ou quelques jours qui n'ont pas été nécessairement comptés. Donc ces crises, elles ont été comptées notamment dans les documents administratifs, aussi dans des correspondances privées, dans des poèmes, enfin, on le retrouve vraiment partout, et dans les chroniques des royaumes. Donc je vous ai mis ici la chronique du religieux de Saint-Denis, où on lit que le roi Charles, qui était retombé malade depuis l'époque de la soustraction d'obédience, recouvra son bon sens vers la fin du mois de juin. Il jouit d'une bonne santé jusqu'à la fête de Sainte-Madeleine, c'est le 22 juillet, j'ai cherché. Il éprouve alors une nouvelle rechute et demeura privé de sa raison jusqu'au mois de décembre. Donc on voit bien que c'est chronique. Et aussi le greffier du Parlement de Paris, Nicolas Debaille, qui écrit par exemple dans son journal le 19 août 1405, qui dit « Ce 10 jours, le roi étant malade dans son hôtel de Saint-Paul à Paris, de la maladie de l'aliénation de son entendement, laquelle a duré dès l'an 1393, aucun intervalle de récipiscence. » Donc évidemment, le but, c'est pas du tout d'essayer de diagnostiquer Charles VI aujourd'hui. Les mots, de toute façon, qui décrivent sa folie sont bien trop flous. Hein. On parle de malade, atteint de maladie, frénétique, invalide, en mauvaise santé, hors de ses sens, privé de raison, aliéné, etc. On connaît par contre les effets de son état. Il va avoir des pertes de mémoire, des moments d'inconscience, des moments de fureur, il brise des meubles, il déchire des tentures, enfin voilà, qui va mener à son enfermement et même des fois à devoir le déplacer en chariot pour le déplacer d'un lieu à l'autre. Donc ce qui est sûr, c'est que lui est placé sous la régence de ses oncles et de son épouse, qui va finir par engendrer une guerre civile de la fin de la dynastie royale des Valois entre les Armagnacs et les Bourguignons. Donc quand même quelque chose significativement au niveau politique. Donc là, c'est un roi, c'est pas un corps ordinaire, mais on pourrait le mettre en relation avec par la régence avec les tutelles ou les curatelles qui s'imposent aux furiosi, aux furieux, qui est un des mots pour dire le fou au Moyen-Âge. Et la contention aussi, le déplacement en chariot, c'est aussi quelque chose qui est commun dans les pratiques, pas vraiment de soins, parce qu'il n'y a pas de soins, hein, mais dans les pratiques quotidiennes de prise en charge de ces personnes dites prises d'esprit. Voilà. La restriction physique en est une. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, qui fait, je trouve, qui permet de clôturer un peu tout ça, de faire un bon final, est celui de Jeanne de Castille, donc qui est née en 1479 et qui épouse à 16 ans Philippe de Bourgogne dans un mariage d'alliance entre l'Espagne et les Pays-Bas contre le roi de France, pour avoir un petit peu contexte. Donc elle est très jalouse des relations extra-conjugales de son mari. Et en 1503, quand elle donne naissance à son fils, elle retourne en Castille et elle supporte très mal la séparation d'avec son époux. Et à ce moment-là, sa mère commence déjà à la traiter de folle, hein, c'est le mot employé. Et elle fait venir 3 médecins qui donnent ce rapport-là. Elle dort mal, mange peu et parfois rien du tout. Elle est très triste et très maigre. Parfois, elle ne veut pas parler, de telle sorte que, tant que ça va dans certaines actions qui montrent qu'elle est dérangée, sa maladie va très loin. Donc pour ces raisons, même dans son testament, sa mère recommande à ce qu'elle soit éloignée du pouvoir. Et lors de la mort de sa mère, c'est une lutte de pouvoir entre son père et son mari, qui décident de s'allier contre elle finalement, et qui produisent un autre document dans laquelle ils disent « Il est bon de savoir que la très sereine mère ne souhaite en aucun cas s'occuper ou comprendre quelque forme que ce soit de gouvernement. Même si elle le souhaitait, cela entraînerait une destruction totale en raison de ses maladies et de ses passions. » Donc finalement, son père finit même par la faire enfermer en 1509, parce qu'à la suite de la mort de son mari, elle perd la raison, elle reste avec son corps plusieurs jours, elle refuse de quitter son chevet, etc. Donc ça se passe pas très bien. Donc il l'a fait enfermer en 1509 et c'est son fils Charles Quint qui finit par continuer finalement son enfermement en 1521. À noter donc qu'elle mourra à 75 ans après 46 ans d'enfermement du fait de sa folie. À la fin, elle sera prise de paranoïa, elle croira que les religieuses qui s'occupent d'elle veulent la tuer et son fils refusera qu'elle adresse la parole à qui que ce soit en dehors du monastère où elle était recluse. Donc
à nouveau, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la voix, peut-être c'est ce que tu allais dire, la voix de... Bon, il y a la mère, mais il y a surtout les médecins, le mari, le père, le fils, qui, en fait, contraignent complètement le corps qui, lui, n'est pas empêché, mais qui est empêché par l'esprit de fonctionner. Donc, voilà. Et la différence de traitement, alors bien sûr, on ne peut pas comparer terme à terme parce que les diagnostics, aussi tant est qu'on puisse les poser, ne sont pas comparables. Mais quand même, la différence de traitement entre la folie d'un roi et la folie d'une reine, c'est assez frappant. Parce que là, ce qui fait les premières descriptions, c'est de l'ordre du dérèglement social, hein, l'aphasie, la maigreur. On a d'abord des signes d'agitation, mais on est loin aussi des accès. Enfin, je veux dire, elle n'a pas tué 4 de ses compagnons. Enfin, donc, il y a quelque chose. C'est pour ça, voilà, c'est un exemple intéressant pour conclure et mettre en perspective de. C'est d'autant plus intéressant que Jeanne a été utilisée comme figure du romantisme, comme la femme éplorée, l'épouse inconsolable, etc. Donc, on a gardé finalement que ça de son personnage aussi, alors que Charles VI, je pense, tout le monde ne sait pas. Disons j'avais dit qu'on n'allait pas chercher des origines, mais on a quand même là des prémices un peu de stéréotypes de genre, malgré tout, qui se dessinent en filigrane. Est-ce que je peux prendre 1 ou 2 minutes peut-être pour conclure et ramasser on va dire les éléments que tu nous as permis de dessiner, de tisser ensemble. Tu nous avais promis d'être à la croisée du handicap, de l'âge et du genre avec le cas de Jeanne de Castille, Jeanne la Folle. Je crois qu'on y est pleinement. Et des expériences de vie médiévale. Donc, bien sûr, je vais redire la difficulté du travail de la médiéviste ou du médiéviste pour apprécier où commence l'expérience, je l'ai dit, vécue, et où finit la mise en discours. Même dans les récits de soi, et même dans les documents administratifs ou juridiques et même judiciaires ou pastoraux, on met en discours quand même beaucoup de choses. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Si le cadre d'analyse est posé, et je te remercie de l'avoir fait dans la première partie de ta communication, tu as évoqué au début de cette conférence cette école de pensée attachée à proposer une histoire des expériences individuelles, sociales et collectives, et on voit qu'en fait là tout se regroupe avec encore une fois l'exemple de Jeanne de Castille, en appréhendant des réalités sociales, mais aussi des processus culturels dans une démarche toujours analytique et critique. Moi, j'ai essayé d'être le petit poil à gratter critique, mais bien sûr, tu le mobilises sans moi, sans moi, bien sûr. Pour une histoire des expériences du handicap au Moyen-Âge, j'ai envie de souligner que tu nous as donné à voir des exemples qui articulent des variables d'identité et de représentation culturelle. Donc l'âge, je vais dire le sexe biologique, le sexe social, qui sont spécifiques avec ce qui va donner à voir et à comprendre, je vais dire l'altérité, c'est-à-dire être différent, et souvent l'altération, être amoindri, être affaibli. Ces corps altérés, affaiblis, que tu trouves dans tes recherches, sont-ils plus que d'autres déjà des corps marqués par une singularité? C'est la question un peu intersectionnelle que j'avais un peu en tête, mais je ne sais pas si on aura le temps de la redévelopper. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que à chaque fois, la singularité que tu as mise en évidence ne signifie pas en soi la relégation. La symétrie ne signifie pas toujours totalement la relégation ou la marginalité, ou en tout cas pas sur le même plan. Le corps de la femme et le corps du clerc sont certes observés par l'homme normé, qui est d'ailleurs un homme clérical plus qu'un homme laïque souvent, pour produire la norme. Mais on est là à 2 pôles d'un spectre ou d'un axe qui est du tout charnel, qui est le féminin, pas forcément la femme, mais le féminin, et le tout spirituel qui doit être le corps du clerc. Alors, cette question qui n'appellera pas de réponse dans le temps qui nous reste, bien sûr, me permet aussi de dire que dans ces expériences, tu as saisi tout ensemble la souffrance, je crois que c'est important quand même de jamais l'oublier, elle est physique, elle est morale, la honte des autres, et donc le regard des autres qui produit de la marginalisation au sein de son groupe d'appartenance, et quelque chose qui va de la possibilité de l'accommodement fonctionnel, ce sont les béquilles, les prothèses, de la réhabilitation, qui peut être administrative et donc sociale, à la sublimation mystique, parce que
on ne peut pas se détacher de ce prisme-là qui caractérise la société chrétienne dans laquelle nous positionnons toutes les deux nos recherches. Et je vous remercie tous et toutes pour votre patience, même si c'est un peu long. Et peut-être que nous aurons quelques minutes pour prendre quelques questions. Voilà, merci Ninon. Merci. Des commentaires. Merci. Merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. C'est moi qui parle. En fait, je me pose une question, c'est que j'ai l'impression que trouver des textes en fait, qui parlent d'handicap au Moyen-Âge, c'est pas facile à trouver. Alors que naïvement, quand on pense au Moyen-Âge, on pense à des guerres, des combats, des gens qui sont mutilés, qui ont perdu un œil, un bras, tout ça. Donc en fait, il y a eu forcément un filtre quand même qui... C'est volontairement, entre guillemets, qu'on n'en parle pas. Alors, c'est rare qu'on en parle à la première personne. Il reste, il y a des personnes qui ont noté leur récit de guerre ou des choses comme ça. Même parfois, on sait qu'ils ont été blessés, mutilés, mais qui ne vont pas en parler. Parce qu'en fait, il faut bien voir que ça, c'est pas quelque chose qui va nécessairement poser un problème, et c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie aussi de laisser à la postérité, en tout cas dans l'esprit là. Après, je dis qu'on n'a pas beaucoup de traces, mais moi j'ai plus de 2500, 3000 lettres quand même qui parlent de ces choses-là. Donc, j'allais pas toutes les vous présenter. Et ça, c'est parce que moi j'ai été chercher dans les lettres. Donc, c'est sûr que si on allait dans d'autres types de documents et que vraiment on cherchait ça, on le trouverait. Mais on retrouvait exactement la même chose avec l'histoire du genre, où pendant très longtemps on disait il n'y a pas d'auteur femme. Bah si, en fait il y en a plein, c'est juste que on s'est jamais même posé la question, ou en tout cas on n'a pas réuni les textes avec ça en tête. Créer un corpus, c'est toujours quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de travail, parce que faut tout relire ce que tous les autres ont relu et y chercher la petite mention. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Mais je suis très confiante que dans les années qui suivent, on aura de plus en plus de documents à apporter pour étudier les handicaps physiques, mentaux, sensoriels aussi, qui pour l'instant encore sont au-delà du handicap physique, encore moins étudiés. Et monsieur, vous évoquez les mutilations liées aux guerres, etc. Peut-être qu'on en parlait avant cette séance. Il y a aussi tout un biais qui fait que, notamment dans l'aristocratie, la mutilation de guerre, elle n'est pas stigmatisante, enfin, en tout cas, elle n'est pas connotée négativement. Et donc, peut-être qu'on a tendance à aller chercher, voilà, je parle sous ton contrôle, Ninon, aller chercher, à trouver dans une littérature ce qui est d'abord négatif, parce qu'ensuite, ça permet de dire qu'on endure, qu'on souffre et qu'on sublime. Ça, c'est le prisme un peu chrétien. Mais on parlait tout à l'heure du cas de Jean, roi de Bohême, mort à Crécy, aveugle. Il était tenu par c'est de la handi-chevalerie, hein, vraiment tenu par des sangles à ses chevaux. Il s'est lancé dans la bataille à Crécy, évidemment il est mort. Mais c'était pour sa cécité qui était plus ou moins accidentelle, liée à une maladie, je ne sais pas exactement. Là, cette fois, c'est mon collègue Laurent Vissière qui pourrait en dire davantage. C'était ça construisait une figure héroïque. Alors peut-être que ce qui relève de l'héroïsme, notamment dans le monde des chevaliers ou l'armée, ça n'a pas besoin d'être dit. Mais en même temps, qui sait que Philippe de Macédoine était borgne et boiteux? Non, alors qu'il était borgne et boiteux, mais parce que c'était des mutilations de guerre, et ça c'était un stéréotype positif, mais ça ne va pas avec la construction des figures normées, peut-être qui ensuite intéressent la société occidentale, 18e, 19e, 20e, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ?
Je précise que Ninon sera là tout à l'heure au cocktail encore, donc si vous avez des questions qui arrivent plus tard, elle sera en mesure d'y répondre dans quelques minutes après le concert de la chorale. Merci beaucoup pour cet échange qui était passionnant. J'ai l'habitude de me moquer des médiévistes, mais là vraiment... Pourquoi donc? Mais je ne savais pas ça, sinon je me serais défendue. Mais je sais que je vais me faire hacher menu à la pause. Non, c'est une blague. Non, c'était vraiment passionnant et c'était vraiment voilà, vous nous avez happé dans votre univers. C'était totalement passionnant. La question que je me pose, disons, c'est tu as dit à un moment donné, je voulais être archéologue. Finalement, je suis pas devenu archéologue. Alors pourquoi tu n'es pas archéologue? Parce que il semble comme ça, et puis tu l'as mentionné Carole à un moment donné, que l'archéologie peut documenter aussi le handicap tout simplement. Et est-ce qu'il y a des tentatives de faire une sorte de lien entre des corpus comme toi tu les construis patiemment et puis la dimension très matérielle de l'enquête archéologique? Bien sûr, oui, ça existe. Ça commence à exister, mais c'est pas évident parce que il y a eu tout un grand débat pendant longtemps dans l'archéologie autour de notamment ce qu'ils appellent la bioarchéologie, et notamment la bioarchéologie du soin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut finalement dire une fois qu'on a des corps qu'on voit qui ont été handicapés ou malades, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information sur leur vie, pour le coup sur leurs expériences vécues réelles. Donc il y a des tentatives qui sont faites actuellement, et ce qui est chouette, c'est que du coup les bioarchéologistes, je ne sais pas comment on pourrait dire, s'intéressent à nos travaux, nous historiens, pour essayer de reconstruire ce qu'a pu être la vie des personnes dont ils retrouvent les restes. Donc c'est là il y a vraiment un dialogue qui se fait, qui est plus difficile pour les périodes encore plus anciennes, où il y a tout un modèle qui a été inventé pour savoir justement est-ce qu'on peut parler de soins, parce que c'est pas évident. C'est pas parce que quelqu'un a vécu un traumatisme de guerre et on voit que sa fracture s'est ressoudée et que sans doute il a eu un handicap de la main par exemple. Est-ce qu'il a réussi à survivre parce que des gens autour de lui ont formé une communauté de solidarité, ou est-ce que c'est juste un hasard qu'on retrouve, enfin voilà. Donc il pose des questions que nous on se pose aussi avec un corpus complètement différent, mais effectivement les rares traces qui sont pas si rares, mais qui sont rares face à l'immensité du nombre de générations en plus de 1000 ans d'époque médiévale, qui fait finalement très peu de traces. On peut aussi se poser ces questions-là. Est-ce qu'on garde finalement qu'une partie des traces? Où sont les autres traces? Qu'est-ce qu'elles auraient pu nous apprendre que celles-là ne nous apprennent pas? Est-ce qu'on les a pas parce qu'il n'y a pas de solidarité, donc il n'y a pas de mise par écrit? Est-ce que c'est des gens qui sont isolés? Ça, on sait que le groupe des infirmes, donc des pauvres, qu'on appelle les pauvres, mais qui sont composés des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants orphelins, des femmes enceintes, enfin en fait tous ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de pouvoir en tant que tels, eux ne laissent pas de traces. Typiquement, on a des traces, mais qui viennent d'en haut, donc on n'a vraiment aucune idée de la vie quotidienne et des expériences de ces personnes-là. Mais c'est vrai que l'archéologie fait d'énormes progrès là, depuis peut-être 15 ans et permet justement d'aller vers, on va dire, l'histoire sociale par le texte et l'iconographie, et sans doute ça augure de travaux très riches dans les années à venir. Mais il faut aussi du temps. Et puis acculturer des laboratoires qui ne font pas partie des mêmes, tu vois bien, enfin des mêmes unités de recherche. Il faut aussi passer le cap de l'institutionnel, quoi. Et puis j'imagine qu'il y a des limites méthodologiques, de la même manière que quand on travaille sur un corpus, il y a des limites d'interprétation. Même chose quand tu travailles sur des ossements, tu ne peux pas en conclure qu'il y avait un handicap, comme tu viens de le dire. Il peut y avoir un corps abîmé qui n'est pas un corps empêché, ou qui n'est pas un corps aidé, ou qui fait l'objet de soins. Donc ça doit être compliqué aussi d'interpréter. Par ailleurs, Damien Jeanne, je l'ai évoqué très très rapidement, et puis d'autres qui travaillent sur la lèpre. Voilà, on arrive quand même maintenant, enfin, ils ont des domaines d'expertise tout à fait fascinants, déterminer comment dire, les atteintes au corps à partir de squelettes conservés, etc. C'est tout à fait passionnant. L'archéologie, c'est tout à fait passionnant. N'est-ce pas ?
Moi, peut-être 2 questions. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. Première question, quid des enfants, jeunes sujets ça quand même. Et je pensais à une chose en vous écoutant. On ampute parfois voilà, en justice. Est-ce qu'on a conscience de créer du handicap ? Lorsqu'on torture, qu'on châtie, on ne doit pas aller jusqu'à mutiler. Et, bon, ça, on a des textes, hein, les corpus normatifs le prescrivent. Mais lorsqu'on ampute, j'ai vraiment pensé en vous écoutant, une petite main, une langue. Est-ce qu'on a conscience de... Et moi, j'ai jamais rien lu là-dessus. Est-ce que vous avez vu des choses ? Alors, ce qui est très intéressant, je vais d'abord commencer par la deuxième, parce que c'est un des stigmates du handicap, une des peurs est que ça soit pris pour un châtiment juridique. Ça peut être aussi l'aveuglement d'un œil. Enfin bon, il y a beaucoup d'handicaps, de punitions physiques, corporelles. Et donc ouais, c'est plutôt finalement l'inverse, ouais. On pourra en discuter tout à l'heure. Ça me viendra peut-être plus facilement à l'esprit. Mais c'est culturellement, en tout cas, c'est une des... T'as une idée ? Ce qui me vient juste, c'est à partir de la documentation de la pénitencerie ou du droit canonique en règle générale, pour les clercs mutilés, il s'agit toujours de dire que c'est accidentel. Il y a toujours cette idée... Non, mais tu vois, en tout cas, la volonté d'insister sur le fait que c'est accidentel. Naturel ou afflictif lié à une peine, je ne sais pas si c'est spécifié, mais l'insistance à dire que c'est incident, accidentel, je pense peut-être peut être une piste pour faire la différence avec la peine. Voilà. Mais ça me reviendra. Et pour la première question, donc l'enfance, avec le personnage de la vieille... J'ai fait couper. Mais heureusement, parce que sinon on y serait encore. Il y a tout un passage où en fait ils disent qu'elle est également atteinte de sénilité et ils mettent évidemment en lien elle retombe en enfance. C'est le schéma assez classique de la sénilité. Donc il y a ce lien avec l'enfance. Et après, le handicap des enfants, il y a une chercheuse finlandaise qui travaille là-dessus, qui s'intéresse au récit de miracles. Et du coup, comment en fait les enfants vont chercher un miracle. Mais dans le psautier, ça a l'air d'être des enfants. Hein. Oui. Ce sont des enfants, tu vois, dans le psautier de Luttrell. Ça a l'air. Après, et effectivement, c'est dans l'hagiographie que voilà. qu'on peut trouver la figure parce qu'elle est sinon, doublement signifiante quoi, de l'enfance. Enfin, sinon, ils écrivent pas, c'est sûr, donc on pourrait pas les retrouver à part ça. On pourra poursuivre toutes ces discussions tout à l'heure, effectivement, au cocktail. Merci pour vos lumières médiévales, Carole, Ninon, et pour avoir ouvert en fait cette réflexion qui va continuer pendant un mois et éclairer notre présent, espérons-le. Merci à vous, merci beaucoup. On vous applaudit une dernière fois.